Salut tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que les gens appellent la loi d'attraction, de l'expérience que j'en ai et de comment elle fonctionne selon moi. Parce que je vois que ce sujet, quand il est abordé, c'est très souvent d'une façon fausse, ou alors d'une façon qui est très obscure et difficile à mettre en œuvre. Ce qu'on nous vend le plus souvent comme idée, c'est que c'est facile. Il suffit d'être positif et la vie va nous donner du positif, des cadeaux, exaucer nos vœux. La plupart des êtres humains, ils peinent à être positifs sur commande. C'est bien normal parce qu'on est un peu plus complexe que des robots. Déjà, moi, j'en suis arrivée à un point où le terme loi d'attraction, il a été tellement utilisé à tort, que ce soit à travers des livres, des vidéos, des podcasts, même dans la culture populaire. Ça veut tout dire et rien dire. Et en fait, ce terme, moi, j'ai beaucoup de mal avec. En fait, la loi d'attraction, c'est juste la vie. C'est la façon dont la vie interagit avec nous. Et pour ça, moi, je préfère l'appeler la loi d'interaction. C'est un principe naturel, une loi naturelle. C'est aussi naturel que la plante qui pousse quand la pluie l'arrose. Alors, on pense beaucoup que la loi d'attraction, c'est l'œuvre du New Age. Mais en fait, pas du tout. C'est un ensemble de principes hermétiques à la base qui ont été remixés pour en faire une idée qui soit attrayante et vendable. Mais je ne vais pas détailler ici l'histoire de la loi d'attraction. En fait, je vais plutôt essayer de vous simplifier concrètement la compréhension du phénomène selon mon expérience. Je précise bien, selon mon expérience. Alors, pourquoi j'ai disposé ces cartes en particulier ? Parce que pour moi, elles illustrent parfaitement cette loi d'interaction. Le Bachelor, c'est la première carte des arcanes majeures du tarot. Et c'est un prestidigitateur ou un magicien selon le regard qu'on a sur lui. Il est très habile et grâce à son habileté, il émerveille son auditoire. Si on regarde la table devant lui, on retrouve les symboles des 4 éléments. La coupe pour le haut, le bâton pour le feu, l'épée pour l'air et le denier pour la terre. Il utilise ces éléments pour faire ses tours de magie. Comment il s'y prend ? Simplement, il sait que ces éléments, ce sont des forces spirituelles qu'on retrouve à l'intérieur de nous. L'eau va représenter nos émotions, le feu va représenter notre volonté, l'air, c'est nos pensées et la terre, c'est notre corps matériel. Comme lui, il a la parfaite maîtrise de ces éléments en lui, il peut bluffer tout le monde avec ses tours de magie. Et les as, autour, représentent la façon dont la vie interagit avec nous à travers ces éléments. Si on regarde bien les images, il y a toujours une main qui sort de l'invisible et qui nous tend l'élément, comme si c'était un cadeau. C'est ça l'interaction, l'échange entre le microcosme et le macrocosme, entre l'homme et la vie. Ou encore, l'univers, Dieu, si c'est plus parlant pour vous. Mais pour voir ces mains tendues, il faut d'abord avoir maîtrisé les éléments à l'intérieur de nous. Sinon, on ne les voit même pas, elles nous échappent. Il y a un levier qui est efficace, c'est de changer notre relation à l'incertitude. L'incertitude, c'est ce qui terrifie le plus les êtres humains. C'est une source d'angoisse et de désordre mental. Parce qu'on passe un temps conséquent à essayer d'anticiper tous les scénarios possibles. On peut transformer le sentiment d'incertitude de façon créative. On peut voir ça comme un jeu. On peut se demander quelle sera la prochaine étape dans notre vie, comme s'il s'agissait d'un jeu. On peut se dire qu'est-ce que la vie va me proposer ensuite. Mais pour ça, il faut du lâcher prise. Il faut accepter de ne pas élaborer de scénario. Et c'est ce qu'on fait tous. On anticipe le pire et on commence à essayer de contrôler. S'il se passe ça, je vais faire ça. Si ça se passe comme ça, j'agirai comme ça. On a l'impression que ça nous rassure d'anticiper le pire, mais en fait, ça nous enferme dans des scénarios terrifiants.
Et quand on se passe en boucle des scénarios de peur, on est angoissé en permanence, à tel point qu'on n'a même plus conscience d'être dans un espèce de schéma de survie, et on pense que c'est notre état naturel. Alors, pour sortir de cet aveuglement, il faut sortir de l'hyper-contrôle, parce qu'on est obnubilé sur comment contrôler la suite, comment contrôler ce qui va se passer. Et du coup, on ne voit pas qu'il y a des opportunités de solutions que la vie met sur notre chemin. Et même parfois, on les voit, mais on les refuse, parce qu'on s'est rigidifié mentalement sur comment nous, on a décidé que ça devait se passer. Quand on lâche prise mentalement, on commence enfin à voir les schémas de la vie. On commence à voir les signes, les panneaux qui nous indiquent une direction, les petits cadeaux qui vont dérouler des grandes solutions parfois. Et ça, c'est ce qu'on appelle les synchronicités. En fait, la vie, c'est comme un grand courant. Et si on nage à contre-courant, bien sûr, on s'épuise et on se noie. L'idée, c'est d'apprendre à avancer en étant porté par le courant. Je vais prendre un exemple très simpliste pour illustrer ça. Par exemple, si je décide que je vais avec mon meilleur ami que j'ai pas vu depuis longtemps dans mon resto préféré. Et puis, on arrive dans la rue du resto et puis il y a des travaux. Faut faire un détour, c'est galère. Ou alors il y a un embouteillage. Et puis je râle. Mais en fait, je devrais pas râler, je devrais observer. Parce que c'est un début d'information. Puis j'arrive devant la porte du resto, il est fermé. Et je m'énerve, je dis « Oh là là, mais j'ai jamais de chance. Pour une fois que je décide de me faire plaisir, mon resto préféré est fermé sans déconner. » Alors, peut-être que je vais décider de rentrer chez moi, cuire une casserole de coquillettes, en étant exaspérée, en imposant ma mauvaise humeur à mon ami. Ou alors, je pourrais juste me dire... qu'est-ce que la vie va me proposer ? Et puis continuer d'avancer dans la rue, regarder autour de moi, peut-être pousser la porte d'un autre resto, et peut-être que j'y ferai un super bon repas, et peut-être que j'y rencontrerai de nouveaux amis, ou l'amour, qui sait. Mais si dans ma tête j'avais décidé que je devais absolument aller dans ce resto, si je m'étais fait un scénario parfait, là il n'est même pas question de peur, il est question de scénario qui devient rigide dans la tête. Si je m'étais fait un scénario parfait, que j'allais revoir mon meilleur ami dans ce resto parce que c'était pour moi le cadre parfait, si je reste dans cet hyper-contrôle, alors je gaze juste la possibilité de passer un bon moment. Et en fait, vous allez peut-être vous dire que mon exemple, il est simpliste et que tout le monde ne réagit pas comme ça à la frustration. Mais évidemment, et heureusement. Mais on est quand même souvent comme ça. Et puis là, j'ai pris un exemple vraiment simple. Mais il y a d'autres cas où c'est dans d'autres situations plus compliquées qu'on réagit comme ça. Si on est honnête et qu'on prend une minute et qu'on essaie de se rappeler la dernière fois où on s'est arc-bouté contre le mouvement de la vie, quels résultats on a obtenus et comment on s'est senti, je suis sûre qu'on a tous au moins un exemple. Et le truc, c'est qu'il faut toujours se tenir prêt, mais pas à anticiper le futur. Il faut se tenir prêt à improviser. Parce que être capable d'improviser, c'est la meilleure façon de composer avec l'incertitude. Quand on est face à des difficultés, il faut continuer d'avancer. La loi d'interaction, c'est comme essayer d'ouvrir une porte. Pour ouvrir la porte, on doit d'abord appuyer sur la poignée et ensuite on doit pousser. Si on fonce dans la porte encore et encore, on va finir par se blesser ou par casser la porte. Moi, je vois beaucoup de gens conseiller de répéter leurs objectifs en boucle, de les écrire même, d'en remplir des pages. C'est comme foncer dans la porte. Pour moi, c'est une violence. C'est une façon de tenter de se reprogrammer sans rien avoir nettoyé avant. On sait, la sagesse populaire nous dit bien que
on ne construit rien de stable sur des sables mouvants. Et les sables mouvants, ils sont à l'intérieur de nous. Et si on les visite pas, si on stabilise pas notre monde intérieur, c'est pas la peine de tenter de se convaincre que le marais n'existe pas. Il existe, il est là. Et son odeur de vase, elle finira par remonter, qu'on le veuille ou non. Et on est tous comme ça. Plein de doutes, plein d'imperfections. Mais le problème, c'est qu'on nous a appris à en avoir honte de nos doutes, de nos peurs, de nos angoisses, de nos imperfections. Tous les êtres humains, même ceux pour qui on peut avoir une grande admiration. Je ne sais pas si vous avez un acteur préféré ou une actrice préférée, une chanteuse, un écrivain que vous voyez comme la perfection incarnée. Cette personne aussi, elle a des doutes, elle a des peurs, elle a des angoisses, elle a honte. Et c'est ça le grand piège du mental, c'est de nous faire croire qu'on est dysfonctionnel. On est tous imparfaits. Et le scoop, c'est qu'on a le droit d'exister dans toute notre imperfection. Je vois beaucoup, en consultation, j'ai beaucoup de gens qui se plaignent et qui me disent oui, qu'est-ce que tu penses de la loi d'attraction ? Je fais des affirmations positives tous les jours, mais sur moi, ça marche pas comme par hasard, j'ai vraiment pas de chance. Mais faire violence à son mental en essayant de le reprogrammer de force, c'est aller tout de suite à l'échec. Même si on obtient des choses dans un premier temps, il y aura toujours un moment, une enclume qui va nous tomber dessus parce que on n'a pas fait le travail de fond. Alors bien sûr, dans la vie, on traverse des drames, parfois des choses terribles, et bien sûr que c'est difficile dans ces cas-là de voir la vie comme un jeu. Mais en dehors de la mort, de la perte d'un proche, de la maladie, on se crée des drames quand on perd un boulot, quand on a une rupture amoureuse, parce qu'on croit que ça dit quelque chose de notre valeur, alors qu'on devrait vraiment, après avoir encaissé la nouvelle, se dire bon, et après, c'est quoi la suite de l'histoire ? Quand on regarde une série télé et qu'un épisode se termine, on le dit tous, j'ai hâte de savoir la suite, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Mais ça, faut l'appliquer à la vie. Il faut être passionné par sa vie et avoir hâte de savoir la suite. L'important, c'est pas la fin de la vie. Il n'y a pas de diplôme à la fin de la vie. Personne va venir au moment de notre mort nous féliciter ou nous donner une médaille. L'important, c'est le voyage, c'est tout le voyage. Chaque seconde du voyage est importante et on doit la savourer. Parce que oui, chaque seconde a du goût quand on n'est pas enfermé dans sa tête à anticiper les malheurs à venir. Les malheurs qu'on anticipe, qu'on imagine, qu'on visualise pour, soi-disant, s'en protéger, être prêt. Et en fait, au bout d'un moment, ça crée une espèce d'habitude de voir toujours tout en noir. Je parlais de diplôme, mais le seul diplôme dans la vie, c'est l'échec. À chaque fois qu'on se plante, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup si on ne cède pas à la honte et à la dévalorisation. Les gens, ils passent un temps fou à essayer de forcer la vie pour éviter la honte et la dévalorisation. Et quand on tente de forcer la vie, elle va résister très fort. Ce qui, paradoxalement, crée ce qu'on essayait d'éviter à tout prix, la honte et la dévalorisation. Quand on était enfant, on n'avait pas tout ce système de pensée négative, de protection, toute cette façon de se cacher sous des masques pour pas montrer nos vulnérabilités, pour ne même pas nous les montrer à nous-mêmes en fait. Parce que porter un masque au travail pour se protéger dans le milieu professionnel et ne pas montrer toutes ses faiblesses, c'est normal. Mais vivre 24 heures sur 24 avec le masque et se les cacher à soi-même, c'est une maltraitance. Alors c'est difficile de revenir à son état d'enfant, mais on peut observer les enfants et prendre exemple sur eux.
ils construisent tout le temps des trucs. Tu la regardes, ils sont absorbés par un dessin ou ils sont dans un jeu, ils jouent le rôle d'un personnage. Ils se donnent à fond, ils sont concentrés. Ils mettent toute leur plus belle énergie dedans. Puis d'un seul coup, y a un copain qui vient à la maison ou c'est l'heure du goûter et ils doivent abandonner ce qu'ils faisaient et ils passent à autre chose. Mais ils ne sont pas déçus d'abandonner ce truc où ils avaient mis toute leur énergie, toute leur âme en fait. Non, ils ne sont pas tristes de défaire leur construction en Lego. Non, ils passent à la suite. Et c'est ça qu'on perd quand on devient adulte. On perd notre capacité à jouer, à passer à la suite et à se dire à chaque fois « et après ». Et je voudrais bien être claire sur un point. Ça ne signifie pas qu'il faut rester passif et attendre. Non, il faut continuer d'avancer vers nos objectifs et de mettre des actions en place. Mais en restant ouvert à l'incertitude, en étant attentif à tout ce qui se propose, en étant ouvert. Et quand on met un projet en place, il faut accepter l'idée que le résultat ne sera peut-être pas ce qu'on attend. C'est ça, être ouvert à l'incertitude. Et ça allège tellement le cœur. Ça allège et ça permet d'être beaucoup plus à ce qu'on fait, beaucoup plus dans le présent. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour obtenir un tel état d'esprit ? Je pense que c'est le travail de toute une vie. On ne peut que s'améliorer. Ça ne se fait pas en 5 minutes, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire quand on parle de loi d'attraction. Non, ça demande de l'introspection, ça demande d'apprendre à apprivoiser le foutoir qu'on a à l'intérieur de nous. Et par foutoir, j'entends les fausses croyances, les traumatismes plus ou moins graves qu'on repousse loin à chaque fois qu'ils essayent de remonter. Ça demande de travailler sur ces 4 éléments que représentent les as, les émotions, le mental, la volonté, le corps. Ça paraît comme ça être un travail énorme. Oui et non. Prendre la décision de plus voiler la face sur soi-même, c'est énorme. C'est un choix conscient et c'est le plus dur à faire. Une fois que c'est fait, il y a des étapes, il y a des techniques pour avancer. Mais on avance progressivement. Et ce qui est positif, c'est que le mieux-être, la sérénité aussi avance progressivement. Dès le départ, on commence à se sentir mieux. On commence à se sentir plus joyeux, plus léger. Et on commence à mieux interagir avec la vie. Et quand on commence à regarder les signaux, à les voir, les signaux, les petits cadeaux, les petites synchronicités que la vie nous fait, ces petites mains tendues qu'on ne voyait pas avant, on est très ému et émerveillé et plein de gratitude de voir que oui, c'est vrai. Et ce sentiment, ça fait que on est encore plus positif et que les signaux, ils se multiplient. Moi, j'ai pas de parfait mode d'emploi. Mais ce que j'aimerais, c'est partager ici avec vous ce que j'ai déjà découvert sur mon chemin et qui fonctionne pour moi. Et puis, peut-être que certains d'entre vous auront des choses aussi à partager avec moi et à m'enseigner. Et du coup, je pense que je vais faire d'autres vidéos sur le sujet. Pas forcément la loi d'attraction, mais sur comment, quelle technique, qu'est-ce qui marche en fait. Et croyez-moi, niveau colère, rigidité mentale, besoin de tout contrôler, moi je viens de très très loin, vraiment. Et j'avance, la vie s'améliore,
Et j'espère que ça va continuer comme ça parce que j'ai hâte de connaître la suite. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce sujet et à très bientôt pour une autre petite vidéo où j'espère je pourrai vous passer tout l'espoir que j'ai.